Bonjour. Comme fréquemment dit, mon nom c'est Philippe. Moi, j'ai quand même un parcours atypique. J'ai étudié en économie, puis j'ai travaillé comme analyste de données, puis j'étais vraiment comme pas satisfait de l'infrastructure à laquelle on me donnait accès, puis je passais plus mon temps à faire du data engineering que du data analysis. Fait que je me suis dit, pourquoi pas en faire une carrière. Puis quand je me suis demandé, c'est quoi, moi aussi, comme le premier talk, je pop ma cherry aujourd'hui, fait que je me suis demandé, c'est quoi, qu'est-ce que j'aurais aimé ça savoir quand j'ai commencé que personne m'a expliqué, c'est quoi l'outil que j'ai trouvé le plus utile quand j'ai commencé à faire du data engineering de manière professionnelle. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous faire une petite introduction à la modélisation dimensionnelle, qui est une approche utilisée pour designer sa base de données pour des produits analytiques. Fait que, puis il y a un jeu de mots dans le titre en passant, souvenez-vous-en pour plus tard. Qui ici ne connaît pas la différence entre une base de données transactionnelle et une base de données analytique? Yes, good. Fait que quand on utilise, la majorité de vous ici utilisent des bases de données transactionnelles. Quand vous faites du back-end, du front-end, tout ce qui est web utilise des bases de données style Postgres, MySQL, SQLite si vous développez de quoi en local. Puis dans le fond, ces bases de données-là storent leur information en rangée. Puis c'est optimisé pour répondre à des questions quand même simples, mais de manière ultra rapide. Fait que, tu sais, c'est quoi le nom du user que son ID c'est 2? Puis j'ai besoin de ça tout de suite. Mais dans une base de données analytique, les questions qu'on veut poser à notre base de données sont vraiment plus générales, puis ils vont retourner plus de stock. Fait que les bases de données vont storer leur information en colonne. Fait que comme ça, je n'ai pas besoin d'aller lire toutes ces files-là. Je m'intéresse à la moyenne ici. J'ai juste à aller lire cette colonne-là. En gros, c'est une très rapide introduction à ces deux types de bases de données-là. Puis les bases de données type colonne, c'est Redshift, BigQuery. Puis en local, il y a DuckDB aussi, qui est un super cool projet si vous voulez aller voir des trucs ouverts. Fait que, pourquoi on ferait du Dimensional Data Modeling? Puis l'idée, c'est d'être capable de répondre rapidement à des questions qui demandent beaucoup de data. Fait que, mettons que tu es une entreprise, tu veux savoir, j'essaie de me placer à Montréal. Pour mes utilisateurs, c'est quoi la moyenne des ventes? Mettons que tu as un e-commerce ou ce genre de choses-là. Tu es en train de roller out une nouvelle catégorie de produits. C'est quelle catégorie de mes produits qui a la meilleure croissance de revenus pendant le dernier trimestre? Fait que, il y a beaucoup de composantes à ces questions-là. Puis tu as besoin de beaucoup de rangées pour y répondre. Puis la dernière question, retenez-la, elle va revenir, c'est quels sont les joueurs nés aux États-Unis qui ont frappé la balle avec le plus de vélocité pendant la dernière série entre les Jays et les Rockies? Parce que l'analytique en baseball, c'est très, très, très important. Fait que l'approche qui va être utilisée pour désigner le contenu de la base de données, l'approche de Kimball, qu'on appelle l'approche dimensionnelle, elle a deux composantes vraiment importantes. Puis c'est là que vous pouvez voir, il vient d'où le jeu de mots. On a deux types de tables dans cette approche-là, les dimensions puis les facts. Fait que comme vous pouvez voir, on a une table centrale qui s'appelle le fact, qui, elle, est reliée à des dimensions. Puis c'est, à cause de cette forme-là, souvent, vous avez probablement entendu parler de ce qu'on appelle le star schema. Votre fact va être entouré d'une table dénormalisée, mais on va arriver à ça plus tard. Puis ça fait un schéma, ça ressemble à une belle étoile. Fait que, pour vous donner des exemples plus concrets de c'est quoi des facts, puis c'est quoi des dimensions, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, on va bâtir ensemble, on va modéliser ensemble une saison de baseball. Là. Mais pas vraiment une saison parce que j'ai juste loadé 3 matchs. J'avais pas le goût de passer 1 heure à loader du data. Ouais. Fait que, pour commencer, dans la méthode, l'approche standard qui a été formalisée par Kimball, on commence toujours par choisir un processus d'affaires qu'on veut analyser. Fait que dans notre cas, le processus d'affaires qu'on va analyser, c'est la performance des joueurs sur le terrain. On va s'intéresser à comment est-ce qu'ils performent, puis on va être capable d'analyser ça. Puis d'après vous, la deuxième étape, on va déclarer le grain ou la granularité à laquelle notre table de faits a besoin d'aller pour être capable de répondre à ces questions-là. Fait qu'on commence par se poser, c'est quoi le niveau le plus bas de détails que la table peut remplir? Fait que, mettons, si vous pensez à une partie de baseball, c'est quoi l'événement discret le plus granulaire à laquelle on peut le réduire? Fait que, par exemple, si j'ai un magasin,
puis j'essaie d'analyser des ventes, bien, l'événement le plus granulaire, ça va être des transactions. Hein. Y en a-t-il de vous autres qui... Ouais? Le nombre run on base, je suppose. Le nombre de fois qu'un joueur s'est rendu sur les buts ou le nombre de fois qu'un joueur... La moyenne du joueur, probablement, je te dirais. Oui, ça va être un des faits qu'on veut mesurer, mais c'est quoi l'événement qui contient ces faits-là? Hein? Moi, j'aurais tendance à dire, c'est quand la balle est en l'air, fait que les lancers. Yes, les lancers. Hein? Chaque jeu commence par un lancer. Hein? Fait que ça, c'est la granularité la plus basse à laquelle on peut aller. Puis à partir de là, on va identifier les dimensions qu'on a besoin. Fait qu'une dimension, dans le fond, là, c'est une série d'attributs descriptifs qu'on utilise pour filtrer, grouper ou étiqueter les faits qu'on a calculés dans notre table. Fait que, par exemple, là, on pourrait avoir une dimension qui contient le stade dans lequel ça s'est joué. Est-ce que vous avez d'autres idées de dimensions qu'on pourrait ajouter pour rendre l'analytique intéressant? Ouais. Qui a lancé la balle? Le joueur, une table de joueurs qui contient les informations sur qui a lancé la balle. Les équipes. Yes, des tables d'équipe aussi. Y a-t-il des gens qui ont d'autres idées? Ouais. Oui, la température, ça revient souvent dans les modèles d'analytique de baseball. Là. Les quoi, excuse? Les innings. Innings? Les manches. Oh oui, bien, ça, on va y revenir. La manche, ça serait plus comme un niveau de granularité différent. Hein. Mais c'est pas une mauvaise... Parce qu'en fait, là, la dimension, là, quand vous commencez à ajouter des dimensions, quand tu construis une base de données analytique, tu peux amener des sources d'un peu partout. Hein. Fait que quand tu décides de commencer à ajouter des dimensions, tu peux ne jamais finir. Fait que c'est bien de commencer avec la question qu'on veut poser puis s'arrêter là. Hein. Puis, d'un coup qu'on a nos dimensions, après ça, on peut s'intéresser à qu'est-ce qu'on veut mesurer pour répondre à nos questions. Fait que si je veux me poser des questions sur la performance des joueurs, pendant un match donné, y a-t-il des fans de baseball qui sauraient quel type de mesure on voudrait instaurer? Nombre de points. Yes, nombre de points. Puis, y en a-t-il d'autres qui ont des idées? La vitesse du lancer. Le type de lancer, c'est excellent. On a des fans de baseball. Hein? Je vais m'en aller là. Parce que quand vous commencez à ouvrir, là, juste un petit aparté, toutes les données viennent d'un site de baseball de la MLB. Puis quand tu exportes les données, toutes les données accessibles gratuitement contiennent une quantité phénoménale d'informations. Tu as toujours la position de la strike zone, la position du pitch, tu as des informations sur qui est-ce qui est sur les buts, les innings, mais tu as aussi plein d'informations physiques sur le spin de la balle, la vitesse du bâton, la vitesse du pitch, l'angle de sortie du bâton. Tu sais, c'est vraiment un beau sandbox. Si vous aimez faire de l'analyse de statistiques, je vous le recommande fortement. Fin de l'aparté. Fait que, quand on parlait des innings tantôt, hein, quand on se pose des questions, on s'intéresse aux grains qu'on a besoin d'avoir. Fait que si je m'intéresse à la performance individuelle, j'aimais ça avoir le grain le plus faible. Mais on pourrait avoir d'autres intérêts, puis aller, admettons, notre grain, ce soit un accumulation. Je m'excuse, j'ai la bouche vraiment sèche, je recommence. Il y a plusieurs types de fact tables qui ont des granularités qui vont être différentes. Fait que quand on s'intéresse à un pitch-by-pitch basis, la plus faible granularité, c'est l'équivalent d'une fact table qu'on appelle transactionnelle. Fait que chaque pitch, c'est une transaction qui contient de l'information. Mais ça se peut que ce soit trop d'informations ou, mettons, vous faites des objets connectés. Hein. Ça pourrait être une quantité phénoménale d'informations à chaque seconde, puis votre database n'a pas ce genre de possibilité-là. On peut aussi accumuler des fact tables. Fait que là, on pourrait accumuler par inning combien de pitch cette manche-là a duré, combien de batteurs ont été au bâton, combien de points ont été produits, combien de strikeouts ont été reproduits pendant cet inning-là. On peut même y aller moins que les lignes. On peut faire une présence au bâton. Chaque ligne serait une présence au bâton, ou même encore un match. On agrège toutes les données qu'on a sur un match, puis ça nous donne une fact table qui est moins granulaire. Ou encore, il y a des choses qu'on veut mesurer qui ne font pas partie d'événements discrets. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui comprend ce que je veux dire par ça.
Personne, OK. Un événement discret, comme en statistique, c'est un événement qui a comme un début puis une fin donnée. Contrairement à un événement continu, tu sais, mettons, un pitch de baseball, ça a un début puis une fin donnée. Mais un match de hockey, une manche de hockey, c'est un événement continu. Tu sais, c'est comme, quoi, 15 minutes? Ouais. Merci. Fait que dans ce cas-là, souvent, les fact tables qui essayent de modéliser des événements qui sont continus vont faire des snapshots. Hein. Fait que, mettons, moi, je veux pas m'intéresser, je m'intéresse à la performance de mes joueurs, mais je veux pas m'intéresser de manière granulaire. Je veux juste savoir à chaque semaine, je veux avoir accès à l'info de où ils sont rendus, où dans le classement, combien de points ils ont fait. Fait que là, c'est comme si tu prenais une photo à des moments donnés. Puis, d'un coup que tu as tes faits avec tes mesures, bien là, tu vas commencer à remplir tes dimensions. Puis, il y a deux techniques qui sont particulièrement importantes quand tu fais de la modélisation de données dimensionnelles. Puis, la première, ça va être comment tu vas gérer les changements dans tes dimensions. Hein. Fait que, tu sais, comme tantôt, on parlait comme exemple, mettons que j'ai une dimension qui parle des joueurs. Hein. Est-ce que les questions que j'ai besoin de poser à ma base de données vont s'intéresser à l'historique des changements d'équipe de joueurs ou des changements que je vais avoir eu à, tu sais, comme mon row qui représente un joueur? Hein? Fait que s'il y a plusieurs approches, mais les trois types qui couvrent la majorité des cas, tu peux ne pas t'y intéresser du tout. C'est pas grave. Mettons, tu sais, comme mettons que je faisais une base de données avec le NAS. Tu sais, comme j'avais une liste de personnes ici, puis je collecte votre NAS. Bien, il ne va jamais changer. Fait que je n'ai jamais besoin de m'intéresser à comment je vais l'updater. On peut aussi ne pas s'intéresser à l'historique des changements de dimension, puis juste faire un update quand comme mettons, dans l'exemple qu'on voit ici, là, mettons que Danny Jensen, il change son nom, ça n'a pas d'intérêt technique pour moi, fait que je ferais juste updater la ligne. Mais si on s'intéresse à l'historique, on va gérer notre table en ajoutant des rangées qui vont me donner de l'information sur comment est-ce que la row elle a été changée, puis à quelle date elle a été changée. Hein. Fait qu'après ça, quand je fais ma query analytique, je suis capable de faire une sélection logique sur les dates pour avoir les joueurs actifs. Puis dans quelle équipe Danny Jensen faisait partie avant 2024, puis capable d'identifier quand est-ce que le changement y a lieu. Hein. Parce que vu ce que mes dimensions sont dénormalisées, hein, on ne peut pas juste aller updater granulairement puis gérer les changements de manière aussi simple qu'avec une base de données opérationnelle. Hein. Fait qu'avant d'identifier l'autre technique qui va suivre la gestion des dimensions, qui ici ne sait pas c'est quoi de la normalisation de données? Hein? Yes, soyez pas gênés. C'est pour ça qu'il y a un exemple au tableau. Good. Fait que ici, j'ai deux exemples. Hein, puis les deux tables, tu sais, si vous décidez de lire sur la normalisation, il y a plusieurs types super bien structurés. Là, mais en général, l'idée de chacune de ces formes de normalisation-là, c'est de réduire la redondance d'informations dans une table. Hein. Fait que si vous pouvez voir, j'ai fait un exemple vraiment simple. La table de joueurs à gauche, puis les trois tables, joueurs, position, puis équipe à droite. Est-ce que vous voyez bien? C'est trop petit? Oui. Les deux sections contiennent exactement la même information, hein, mais comme sont formatées différemment, quand vous allez l'écrire dans une base de données ou la modifier, ça va avoir des impacts qui sont différents. Hein. Fait que comme ici, on peut voir, mettons, j'ai George qui joue pour les Blue Jays puis qui est un outfielder. Hein. Puis j'ai aussi Vladimir qui joue pour les Blue Jays puis qui est aussi mais qui lui est un infielder. Fait qu'à chaque fois, j'ai besoin d'ajouter l'information de colonne qui se répète. Fait qu'au lieu de répéter l'information, j'ai juste à lui donner une clé, ici qui est TOR. Fait que Georges, sa clé d'équipe, c'est TOR. Puis je vais avoir une table qui va gérer l'information d'équipe pour éliminer le plus de redondance possible d'informations. Hein. Puis même chose pour les positions. Hein. Tu sais, dans le fond, George, c'est un outfielder qui préfère jouer dans le champ droit. Sa clé de position, c'est 9. Si je vais voir sa position, ça me donne exactement la même information. Fait qu'en faisant dans le fond, ça a deux effets.
ça prend moins de place de storage quand tu as une quantité phénoménale de données, quand c'est normalisé. Mais aussi, chacun de tes writes vont être moins coûteux pour le compute. Parce que, mettons que je viens rajouter un joueur en bas ici. Michael vient d'être repêché par Toronto. Hein, puis, ils trouvent qu'il court vraiment vite. Fait qu'ils veulent le placer center field. Bien, je vais juste aller ajouter Michael avec ajouter sa clé Toronto, puis ajouter sa clé de position. Tandis que si je viens écrire Michael dans le bas de ma table dénormalisée, bien, tout d'un coup, ça prend pas mal plus d'écriture. Fait que c'est un peu ça l'idée, en gros, de la normalisation, mais c'est vraiment comme c'est vraiment en surface. Ça. Vous pouvez aller vraiment plus loin que ça. Fait que quand on utilise notre table de dimension, comment est-ce qu'on va essayer de gérer la table? On peut normaliser toutes nos dimensions, en fait. Puis l'effet que ça va avoir, c'est que si on prend je ne sais pas si vous avez déjà entendu Star Schema puis Snowflake Schema sur des discussions analytiques. Okay. Excusez-moi. Mais dans le fond, le Star Schema, c'est simplement que chacune des dimensions est dénormalisée. Fait qu'on accepte d'avoir plus de redondance d'informations pour avoir accès à plus de clarté. Fait que c'est pas grave qu'on fait des writes qui soient plus coûteux ou qu'on update de manière plus coûteuse parce que nos joins vont être plus vite, notre vélocité de requête va être plus vite. Tandis que, mettons qu'on est dans un environnement qui est on-prem, qui n'a pas accès comme à de la mémoire qui peut augmenter, du storage qui peut augmenter autant qu'il veut, puis que c'est important pour nous autres d'optimiser le storage, bien, on va juste aller normaliser nos dimensions. Puis vous pouvez voir l'effet sur la complexité de la query aussi. Là. La question qu'on se posait au début, il y en a-t-il qui s'en souviennent? C'est qui a la plus haute vélocité de balle frappée? Né aux États-Unis, pendant les 3 matchs que j'ai loadés. Fait que je suis désolé pour les gens qui font du UI, il va y avoir juste un tout petit peu d'SQL. Fait que ma question demande le nom du joueur. Je demande son pays de naissance, puis je demande la vélocité de sortie de la balle. Hein. Puis si j'ai juste une table à aller chercher, bien, ça devient vraiment facile d'avoir ma logique après pour ma query analytique. Mais si j'ai besoin de dénormaliser, le coût, ce que je gagne en storage, je le perds en vitesse de requête parce que tout d'un coup, il faut que j'aille chercher... Oh, excusez-moi. OK. Tout d'un coup, il faut que j'aille chercher le joueur, l'ID du joueur. Il faut que je lis à l'ID pour aller trouver où c'est qu'il est né, pour aller 3 tables plus loin pour avoir l'information que j'ai besoin pour ma query analytique. Puis, ça peut prendre du temps s'il y a vraiment beaucoup de données, ce que la majorité des cas analytiques ont. Hein. Puis, c'est pour ça que le Star Schema, c'est vraiment une approche populaire pour les besoins analytiques parce que c'est comme un équilibre entre les deux. Hein. Tu gardes une quantité de dimensions que tu es capable de gérer, tu t'acceptes de la redondance dans ces tables-là pour avoir de la simplicité dans ton modèle qui soit comprenable pour, mettons que ton organisation veut faire du self-service analytics. Tu as une quantité de mémoire qui est gérable, puis tu as une vitesse de requête qui est satisfaisante pour tes users aussi. Hein. Puis, ça m'amène à comparer par rapport à... J'ai comme fait comment est-ce que Spring Boot, GPA, Hibernate penserait à faire cette query-là dans une base de données opérationnelle. Puis, vu que les paradigmes sont différents, vous pouvez voir que... Puis là, encore là, je suis désolé pour les gens UI. Là. La complexité est un peu plus élevée. Fait que comme une base de données opérationnelle tend à avoir peu de redondance, bien, je vais avoir, mon entité joueur va avoir un data pour le last name, un data pour le prename. Il va falloir que je fasse du calcul dans ma query pour dériver du data qu'une base de données analytique pourrait avoir déjà loadé. Puis après ça, les quantités de join dans une base de données opérationnelle pour des requêtes analytiques peuvent vraiment exploser. Hein. Parce que souvent, tu as des entités qui sont reliées les unes aux autres de manière imbriquée ou même
La méthode de dénormalisation qu'on a vue sur les dimensions, là, une des complexités que ça gère, comparément à une base de données opérationnelle, c'est que ça élimine le besoin pour des tables de cross-join quand vous gérez des relations many-to-many. Hein? Y a-t-il des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire? Yes, OK. Mettons là, que je suis en train de modéliser une base de données opérationnelle, puis j'ai OK. Non, OK. Excusez-moi, je n'ai pas repensé à cet exemple-là pas mal. Là. Mettons que, tu sais, comme j'ai un site Internet qui fait du service pour des blogs. Tu sais, comme tu peux venir poster ton article. Là, moi, je suis Medium, puis j'ai une série de tags que j'offre avec tes articles, puis j'essaie de faire une query analytique pour voir quel tag quel tag est le plus utilisé par les articles. Bien, cette relation-là, c'est ce qu'on appelle many-to-many, parce que dans la base de données, un article a plusieurs tags, puis un tag a plusieurs articles. Fait qu'une base de données structurée, style MySQL ou Postgres, comment est-ce qu'ils vont gérer ça? C'est que entre les deux entités, ils vont faire une table qui mappe toutes les relations de many-to-many. Hein. Fait que mettons que j'ai 100 000 articles, hein, qui ont en moyenne 15 tags chacun, bien, tout d'un coup, si je fais une query sur toute cette relation many-to-many-là, je vais faire 1,5 million de joins. Hein. Puis, si vous roulez ça dans une base de données opérationnelle, ça va crasher la base de données opérationnelle. Puis, c'est un cas vraiment fréquent en analytique qu'on appelle le row explosion, hein, où est-ce que tu gères, tu sais, comme ta base de données Postgres va gérer le cross-join parce que les questions que le front-end lui demande, c'est « Hey, je m'intéresse à tel auteur, je veux afficher tous les tags qu'il utilise. Hey, je m'intéresse à tel article, affiche tous les tags qu'il utilise. » Fait que là, la table de cross-join devient pertinente, mais dans un use case analytique, c'est trop de calcul. C'est pas efficace du tout. Hein. Fait que c'est le genre de problème que l'approche dimensionnelle va régler pour le type de query qu'on veut passer en analytique. Ah, puis ça, en plus, l'exemple, j'ai vu j'ai déjà vu des projets analytiques qui faisaient seulement une copie de la base de données, mais modélisée de la manière que l'opérationnel en a besoin. Puis quand vous avez aussi peu de joins, là, vous êtes quand même chanceux. Là. Des fois, il faut passer par comme 4 entités pour avoir la mesure pour laquelle on a besoin, mais on a besoin d'un attribut dimensionnel qui, elle, est comme 6 joins plus loin, puis ça fait des queries. J'ai déjà travaillé sur une query qui faisait 275 lignes. Hein. Puis, juste pour retourner quelques milliers de lignes, ça prenait au-dessus de 3 minutes finir de rouler. C'était interminable. Fait en conclusion, pour résumer la quantité phénoménale d'informations que je viens de vous domper, il y a plusieurs leviers que l'approche possède pour optimiser plusieurs caractéristiques, mais souvent le star schema reste un bon point de début parce que c'est le middle ground qui balance bien mémoire puis vitesse de requête, puis fidélité historique pour les besoins généraux analytiques. Puis, si vous pouvez vous rappeler d'une seule chose de mon talk, c'est que si quelqu'un vous dit qu'on n'a pas besoin de faire du data modeling, on va juste copier la base de données opérationnelle puis commencer à travailler pour nos besoins analytiques, c'est souvent une très mauvaise idée. Il y a plein de recherches qui démontrent que le retour sur investissement de prendre son temps pour arriver à une bonne modélisation de données au départ va réduire les coûts de maintenance, elle va rendre votre projet plus fiable, vos livrables plus stables, puis votre livraison pas mal plus rapide aussi. Là. Il y a une couple d'études de Gartner puis du MIT sur le sujet. Fait que quand un stakeholder vous dit on va juste copier la base de données puis commencer à travailler pour nos besoins analytiques, croyez-le pas. OK? Fait que si jamais vous vous intéressez au sujet, j'ai fait un petit projet, dans le fond, qui load les tables puis qui load le modèle dans les 3 formes de normalisation que j'ai démontrées aujourd'hui. Puis, il y a aussi beaucoup de ressources en ligne qui sont disponibles de base pour commencer à s'intéresser à la modélisation analytique.
puis c'est le lien vers le projet si jamais ça vous intéresse. No stress. Le code est médiocre at best, mais les exemples fonctionnent. Là. J'ai vraiment codé ça rapidement. Jugez-moi pas en tant que professionnel sur la qualité du code. Fait que, est-ce qu'il y avait des questions? Hein? Yes. Premièrement, merci pour cette introduction-là. C'est un partie du domaine que je connais moins. Je pense que c'est vraiment intéressant de voir cette partie-là étant quelqu'un de l'extérieur. J'ai deux questions. De un, est-ce que tu as codé des slides? Oui. Je vois que c'est une page HTML. Oui. Sans framework, sans librairie, genre... Non, c'est un projet qui s'appelle MARP. Hein. Okay. Dans le fond, moi, j'ai commencé à coder en R. Hein. Puis R a un projet qui s'appelle Arc Markdown pour faire des slides parce que quand tu fais de l'analytique, tu es toujours en train de présenter des shit à des gens qui ne savent pas trop de quoi tu parles. Puis quand j'ai commencé à abandonner R parce que c'est pas tant, tu sais, ça a vraiment des use cases super spécifiques, là, je cherchais un projet qui faisait à peu près la même chose, mais fait que si tu veux, je peux te le montrer. Ben, en tout cas, c'est pas grave. Tu peux aller dans les add-ons de VS Code, ça s'appelle MARP. Puis, il est ici. Ça prend du Markdown puis ça le transforme en HTML slide. Puis, ma deuxième question, tu as un peu répondu à la fin, mais est-ce que, grossièrement, dans un projet qui démarre, qui sait qu'il va avoir des besoins analytiques, tu recommandes fortement dès le départ de vraiment modéliser des bases de données, même côté applicatif, avec le mindset qu'il va falloir que tu sois prêt à être query dans un mode analytique aussi? Non. Ce que je recommanderais, c'est de déplacer ton data dans une base de données analytique, puis ton ETL va faire la transformation. Ouais. Puis si jamais vous avez des besoins analytiques, le stack moderne, tu sais, comme on parle beaucoup d'ETL, mais l'approche moderne, c'est ELT. Hein. Fait que tu loads dans un data lake, puis il y a des outils de transformation qui est DBT puis SQL Mesh qui sont référencés dans la dernière slide. Ici, ça s'écrit comme ça, DBT, pour Data Build Tool. Puis après ça, tu peux stacker des transformations sur ton data qui a été landé. Hein. Fait que, tu sais, garde l'opérationnel pour l'opérationnel, puis l'analytique dans l'analytique. Si tu modélises ta base de données opérationnelle en fonction de tes besoins analytiques, tu vas coûter cher à ton opérationnel pour rien, puis tu vas nuire au user, puis au final, le produit est plus important qu'analyser le produit. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Non, ça fait sens. Puis est-ce que tu vas quand même, disons, peut-être suggérer que rajoute cette information-là, récolte cette information-là côté applicatif, parce qu'on va en avoir besoin côté analytique, même si eux n'en ont pas directement besoin. Puis après ça, toi, tu ramasses ça dans ton data lake. C'est un super bon point, puis possiblement qu'il y a des gens qui font ça. Moi, ça ne m'est jamais arrivé de travailler pour une organisation où est-ce que l'opérationnel prenait comme des feature development de l'équipe analytique. Michael, est-ce que tu avais une question? Tantôt, tu as parlé de l'exemple de Medium avec un blog, des tags. Comment tu l'aurais modélisé de manière analytique pour aller chercher la query que tu voulais aller chercher tantôt? Chacun de mes facts aurait contenu, dans le fond, 2 dimensions. Fait que chacun, mettons, des posts. Bien, si je m'intéresse comme au contenu du post, dans le fond, je ferais une fact table qui est comme chacune des publications. Puis, je ferais, tu sais, comme une dimension d'auteur, une dimension de tag. Puis, c'est comme ça que je gérerais ça. Fait que, tu sais, j'aurais de la redondance dans mes... Mais après ça, je peux les lier par le fact plutôt que d'avoir un cross-join table. Là. Ouais. Bien, mais tu sais, ça dépend en même temps. Tu sais, si tu ne t'intéresses pas aux publications, mais comme lesquelles qui sont le plus lues, bien, tu sais, je le modéliserai un petit peu différemment, mais... ouais. Oh. David, hein? On peut réutiliser des dimensions pour d'autres facts. Yes! Et là, j'ai jamais arrivé, mais tu sais, mettons, justement, tu dis, bon, les publications, ils ont certains facts, mais là, ça pourrait être un user, lui, il utilise beaucoup des tags, ou je sais pas trop. Oui, puis même, c'est souvent utilisé, mettons, là, en plus, c'est comme, mettons, j'ai une dimension ici dans mon schéma qu'on a modélisé une partie de baseball. Tu sais, j'ai un fact qui est le pitch, qui est le plus granulaire que je peux, mais je peux avoir un deuxième fact qui va être mes at-bats, puis un troisième fact qui va être mes parties. Puis les 3 fact tables peuvent avoir une dimension qui est dim game, hein? Qui va être la dimension des matchs qui contient l'information. C'est comme là, dans cette
exemple-là, j'ai mis, tu sais, comme, c'est quoi la date de la saison, c'est quoi la date du match, c'est qui le home team, away team, stadium, la météo. Hein? Fait qu'on peut réutiliser les teams. Oui, c'est même suggéré. L'aspect modulaire de cette approche-là, c'est ça qui la rend particulièrement puissante quand tu bâtis des grosses bases de données analytiques. Parce que là, tout d'un coup, tu as plusieurs facts qui répondent à plusieurs questions, puis les dimensions peuvent se connecter entre plusieurs facts. Fait que tu réduis la réutilisation de ton storage. Hein? Fait que, tu sais, même si les dimensions se répètent, c'est là que ça devient moins grave. Hein? Ouais. Puis, je pourrais être sûr, ces dimensions-là pourraient être utilisées pour des facts de granularité différentes. Admettons. Ça dépend du use case. Ils peuvent, mais des fois, ils ne peuvent pas non plus. Hein? Juste la possibilité de. Oui, tu as la possibilité de. Tu sais, mettons, là, on s'intéresse. Tu sais, là, je suis allé avec la granularité dans cet exemple-là du pitch by pitch. Mettons, hey, ça fait combien de temps que je jase? OK, parfait. Je m'intéresse à la granularité du pitch by pitch. Mettons que j'ai une dimension qui est des catégories descriptives de mes pitchs. Tu sais, si c'est une curve, quel type de spin moyen pour les curves dans la ligue cette année. Mais si tout d'un coup, j'ai une fact table qui s'intéresse aux at-bats, bien, je ne peux pas agréger le type de pitch sur tout un at-bat. Parce qu'il y a plusieurs types de pitch qui vont être utilisés. Fait que là, dans ce cas-là, la dimension, elle devient inutile pour des granularités différentes. Mais il y a des dimensions qui peuvent être réutilisées quand même. Hein? Ouais. Yes. Si tu veux redonner ce type d'analyse-là à tes propres users, ouais. Est-ce que c'est une approche que tu peux faire avec ce type de base de données-là ou faut que tu changes d'approche et que tu utilises quelque chose d'autre? Ah non, c'est le type d'approche qui est utilisé. Tu sais, tout ce qui est BI tool, là, souvent, ça va être connecté. Tu sais, pour des grosses entreprises, ça va être connecté dans des bases de données qui ont cette modélisation-là, puis qui sont de type analytique. Là. Puis, même la majorité, il y a beaucoup de BI tools. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du BI, là, mais dans le temps, quand j'en faisais, il fallait que ce soit des one big table, dans le fond. Là. Fait que là, tout d'un coup, il fallait que tu merges tes dimensions. Puis, tu sais, comme dans ta base de données, tu peux avoir des tables de différentes levels qui appellent. Fait que tu as un staging. Tu sais, tu as comme ton landing, tes transformations, puis tu as du serving. Tu sais, la table finale, mettons, tu y donnes accès, soit matérialisé comme une view ou comme une table populée. Puis là, le Power BI du client, ou peu importe l'outil analytique que le client lui utilise, va se connecter dans cette table-là, puis il va être capable de filtrer sur les dimensions que lui veut filtrer. Puis, c'est l'idée du self-serve analytics, en fait. Là. En ayant des modèles plus simples, tu peux empowerer tes users à utiliser. Tu leur donnes accès à tout ça. Puis tu leur dis, comme vous, comme sur le ground, vous savez c'est quoi les questions que vous avez besoin de répondre. Utilisez cette infrastructure-là pour vous self-serve là, un peu. Pas avoir un DBA à chaque fois qu'un CEO demande un nombre de ventes mensuel, mettons. Là. Ouais. Yes. Comment tu es censé gérer la réplication de tes données entre ta BD de prod puis d'opération, puis ta BD d'analytics? Est-ce que tu es mieux de, comme, à chaque fois que tu fais une écriture, aller updater ta BD d'analytics, ou tu es mieux de faire comme une espèce de batch à la fin de chaque journée ou à chaque heure, puis de transférer? Bien, la mode, ces temps-ci, des technologies, ça devient le streaming analytics, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, comme une messagerie Kafka où ce que tu batches, ou même il y a des... Je sais pas si je dis Capture Data Change, ça dit-tu quelque chose? Ah, ben, dis-moi. OK. Bien, tu sais, dans le fond, tu sais, les bases de données opérationnelles, souvent, ils ont un log sur toutes les transactions qui sont faites. Tu peux query le log, puis tu peux l'envoyer comme en streaming à chaque fois qu'il y a une nouvelle écriture. Mais tu peux le batcher aussi. Puis moi, tu sais, le monde trouve ça bien fancy, le streaming analytics. Puis tu sais, tout le monde veut un dashboard en temps réel. Mais la réalité, c'est que ce type de technologie-là, ça a un coût de complexité qui peut être quand même important selon tes besoins. Fait que, tu sais, comme une bonne règle de pouce, c'est de penser à quelle fréquence cette information-là va être utilisée pour prendre une décision. Puis, tu sais, à moins que tu aies une machine qui prend des décisions immédiates, le streaming analytics, il devient moins pertinent. Fait que là, tu vas batcher tes updates puis les populer dans ta base de données analytique. Mais sinon, en streaming, ça se fait bien aussi. Il y a plein de frameworks comme Flink. Je ne sais pas s'il y en a qui font du messaging, qui ont utilisé Flink, c'est beaucoup utilisé en data. Google a son propre framework qui s'appelle Beam. Puis Spark, si tu fais du big data, c'est comme un must. Puis, mais
Spark, j'ai pas vu. La nouvelle version fait du vrai de vrai streaming, je pense, mais Sheriff peut vous en parler plus. Chez Ticketmaster, on utilisait Spark pour faire du near real-time, où est-ce que là, les batchs, c'était comme aux 30 secondes ou aux 10 secondes. Ouais. Fait que, tu sais, on atteignait une bonne vélocité, mais c'était jamais... Tu sais, parce que je peux-tu prendre un peu plus de temps? Si vous êtes tanné, je peux arrêter, là, mais... OK, c'est bon. Un des problèmes en analytique, c'est que, tu sais, mettons que je m'intéresse à calculer une moyenne, là, bien, si mon dataset bouge, la logique ne marche plus, tu sais. Fait que quand tu as un dataset qui est streaming, il est ce qu'on appelle unbounded. Fait qu'il faut que tu crées des bounds. Tu sais, comme ça ajoute des niveaux de complexité qui fait que du micro-batching, souvent, ça va être vraiment facile puis ça va handler ça avec une vélocité que tes utilisateurs, tu sais, qui est plus que ce qu'ils ont besoin de toute façon, là. Ouais. Mais ça dépend des use cases aussi, là. Ouais. Merci. Aucun problème. Est-ce qu'on peut applaudir Félix?